Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de VIP sur KTO. Il a présenté les journaux télévisés pendant presque 30 ans, publié des dizaines de livres, animé des émissions de radio et de télévision. Sa marionnette fait encore les beaux jours de Canal+. Il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor, bien sûr. Il sera rejoint en deuxième partie d'émission par Jacques Loire, un maître vitrier qui viendra nous présenter ses œuvres. Mais on commence avec vous, Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de publier « Seules les traces font rêver », une autobiographie dans laquelle vous racontez les temps forts de votre vie et les personnes qui ont compté pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de publier ce livre et est-ce que ça faisait longtemps que ça vous trottait dans la tête? Ça faisait un bon bout de temps et je repoussais, pour tout vous dire, parce que j'avais tellement d'activités de toute nature, j'y arrivais pas. Et là, j'ai dit, bon, bah, il faut que je décroche un peu de mes émissions télévisées. Donc j'ai arrêté une émission que je faisais qui s'appelait La Traversée du Miroir sur la 5. J'ai gardé une émission qui, par ailleurs, fait des portraits de maisons d'artistes et d'écrivains. Et je me suis consacré à la relecture de mes petits carnets, de mes agendas, qui m'a justement aidé à rentrer là-dedans. Un bac à 15 ans, un enfant à 16, un premier roman à 17 ans. Par la suite, tous les succès évidemment que l'on vous connaît. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu de la chance dans votre parcours? Ah oui, oui, oui. Professionnellement, j'ai eu du pot même, hein. Soyons clairs. Bon, j'ai bien sûr travaillé pour ça, mais j'ai été au bon endroit, au bon moment. J'ai rencontré les bonnes personnes. Voilà, j'ai donné beaucoup du mien, hein, quand je me rends compte, en regardant mon parcours, que j'ai un peu et même beaucoup sacrifié ma vie de famille, ma vie privée à ma vie professionnelle. Mais j'ai eu de la chance, ouais, j'ai eu de la chance. Est-ce que vous croyez au hasard? Je sais pas, je sais pas. J'ai envie de croire davantage au destin, et en même temps, je pense qu'on peut contrarier son destin. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Vous voyez, par exemple, ici, on est dans un lieu qui s'appelle le studio cardinal Jean-Marie Lustiger. Bon, ben, son destin n'était pas, quand il est né juif, de terminer cardinal, archevêque de Paris. Voilà. Alors en parlant de hasard, vous écrivez dans votre livre que vos enfants ne sont pas arrivés dans votre vie par hasard. Je vous cite, « Je crois qu'ils m'ont été envoyés pour me réconcilier avec une existence qui m'a parfois rudoyée et que j'ai rudoyée à mon tour ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus 7 enfants, mais j'en ai plus que 4. J'ai perdu trois filles à un âge où on n'a pas le droit de les perdre, enfin de mon point de vue, voilà. Et donc, je considère que, de ce point de vue, l'existence m'a rudoyé et qu'elle a rudoyé la maman de ses enfants. Donc, après, c'est pour ça que je dis souvent à ceux qui nous écoutent, nous regardent, je dis qu'il faut y croire, parce que derrière, il y a parfois derrière les pires orages, il y a des coins de ciel bleu qui même parfois peuvent se transformer en immensité lumineuse. Donc il faut juste croire que ça va arriver. Et pour croire à ça, il faut s'accrocher, bien sûr. Il ne faut jamais sombrer. Il ne faut pas rentrer dans sa coquille. Il faut essayer de saisir les opportunités, même si le matin, en se levant, on n'a envie de rien du tout. Alors vous avez eu envie d'y croire et vous avez bien fait d'y croire. Il y a aussi des gens qui ont cru en vous, comme Jean-Marie Cavada, par exemple, et des gens qui vous ont fait confiance. En ce qui le concerne de lui, est-ce que vous lui en êtes reconnaissant? Ah oui, oui, je le dis dans ce livre d'ailleurs, parce que c'est un milieu qui est suffisamment peu confraternel pour que je m'essaie, en tout cas en ce qui me concerne, à cette forme d'élégance, qui me paraît la moindre des choses, vis-à-vis des gens qui ont été bien avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main au tout début. Un homme comme Pierre Vigne, par exemple, a été un homme qui était important, et je le dis, je le remercie. J'entends aujourd'hui beaucoup de gens, surtout dans notre milieu, qui se mangent ou qui se mordillent les mollets les uns des autres, et ça me paraît parfaitement idiot. Voilà, il suffit plutôt de se souvenir des belles rencontres plutôt que de se souvenir de ceux qui, pour le coup, n'auraient pas dû être là. Vous avez présenté près de 10 000 journaux télévisés. Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide quand on raconte au quotidien des faits parfois horribles, des guerres, des épidémies, des enfants qui meurent? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser envahir par l'émotion et garder de la distance? D'abord, on ne garde pas la tête froide et on se laisse gagner par les émotions. La seule chose qu'on vous demande, je pense en tout cas, et ça, là aussi, c'est la moindre des politesses vis-à-vis des téléspectateurs, c'est de ne pas le montrer. On peut avoir ces émotions, être envahi par des remontées personnelles, de souvenirs, ou
voilà, quand vous annoncez la mort de gens que vous avez bien connus, bah, c'est vrai que c'est difficile sur le moment. Parfois, vous annoncez, bon, ça paraît lointain, c'est pas un problème. Margaret Thatcher est morte. Bon, je l'ai rencontrée, mais c'était pas une amie. En revanche, quand j'ai évoqué la mort de Jacques Brel, de Brassens, de Léo Ferré, de tous ces gens que j'ai pu aimer très près et dont je parle dans ce livre, c'est vrai que c'est un moment difficile, un moment difficile. Même chose quand arrivent des catastrophes qui touchent notamment à des enfants. Tout ce qui touchait aux enfants, pour moi, était extrêmement lourd et je souhaitais qu'on ne s'apesantisse jamais, qu'on n'allait pas interroger les parents des victimes. Ça. Ce sont des souffrances inutiles et cruelles qu'on leur inflige. Regardez une certaine pudeur, une certaine décence. Je trouve, oui. Et d'ailleurs, les gens regardaient en masse le journal télévisé à l'époque où je présentais, donc ça veut pas, ils n'ont pas besoin de cette espèce d'offrande universelle qui est en fait une ostentation, une sorte de déballage de l'intime qui me paraît assez peu ragoûtante. Vous évoquiez il y a quelques minutes les rencontres très belles que vous avez pu faire et vous écrivez « Je remercie ce métier qui m'a permis des rencontres inimaginables pour le petit garçon si timide que j'étais. » On a du mal à vous imaginer timide. Oui, mais enfin je le suis resté d'ailleurs. Au fond de moi, il y a une partie de moi, je suis à l'aise. Si je suis à l'aise en interview, enfin, que ce soit moi qui interviewe ou me fasse interviewer, c'est parce que j'aime bien la rencontre à deux et j'ai pas un problème majeur. En revanche, dès que je suis dans une salle où il y a plus de 2, 3 personnes, là, c'est vrai que c'est pas si facile. Et le journal télévisé, de ce point de vue, c'était formidable parce qu'il y avait juste la caméra derrière un cadreur. Là, en l'occurrence, il n'y en a même pas puisque les caméras sont souvent automatiques. Donc, ça ne me posait pas de problème majeur. Vous avez reçu près de 5000 auteurs. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ? Ben, c'est ceux que je lisais quand j'étais adolescent, essentiellement, et qui m'ont marqué. Quand vous lisez, je ne sais pas, par exemple, Moira, tout ça, que vous recevez Julien Green, vous êtes impressionné, parce que vous dites, mais je ne savais même pas que cet homme avait un visage, puisque pour moi, c'était un auteur, je le lisais en livre de poche, etc. Quand j'ai vu André Malraux, que j'ai pu l'interviewer, quand j'ai vu Julien Gracq, que je n'ai pas pu interviewer parce qu'il s'y refusait, mais qu'il m'a invité à déjeuner chez lui à Saint-Florent-le-Viel, dans le village où il est né, au bord de la Loire. Oui, j'étais formidablement impressionné, bien sûr, parce qu'un balcon en forêt, le rivage des Syrtes, etc., qui n'a pas ça dans la tête? Et de se retrouver face à l'homme qui a créé ça, oui, c'est vrai, on se dit qu'on a de la chance dans ces cas-là. Vous racontez toutes les rencontres effectivement incroyables que vous avez faites, ça donne presque le tournis tellement votre vie est dense. Vous avez fait figurer d'ailleurs quelques photos, alors on vous voit en compagnie de Sharon Stone, de Boris Eltsine, de Poutine, de la reine d'Angleterre, de Benazir Bhutto et j'en passe. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de toutes ces rencontres ? Ben, ça dépend desquelles. Il y a en effet souvent des rencontres avec des femmes qui ont eu de l'importance. Bon, il y a les actrices, bien sûr, mais là, on est plutôt dans un rapport de séduction ou parfois un peu plus ludique, parce qu'il n'y a pas d'enjeu majeur à parler d'un film qui vient de sortir. Ou alors, quand je rencontre toutes les anciennes héroïnes d'Hitchcock, c'est vrai que ça me fait quelque chose, mais c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai pu ressentir quand j'ai rencontré des femmes chefs d'État comme Indira Gandhi, comme Benazir Bhutto, comme Aung San Suu Kyi, qui sont des femmes, comme par hasard, d'ailleurs, toutes de ce sous-continent indien, qui m'ont vraiment bluffé, pour le coup, oui. Bluffé par leur détermination Elles ont un mélange de féminité, quand même, bien sûr. Elles sont encore parfois, pour certaines d'entre elles, dans la séduction. Et en même temps, elles ont une autorité invraisemblable. Indira Gandhi à la tête d'un pays qui bientôt va devenir le plus peuplé de toute la planète. Donc oui, ça, et puis Aung San Suu Kyi, qui n'est pas admiratif de ce courage. Et aujourd'hui, ce qu'elle est en train de devenir, c'est magique, de voir même sa capacité au pardon, un peu comme Mandela aussi, qui a eu ce pardon immédiat en sortant de prison. Ça oui, je tire mon chapeau. Alors, puisque vous parlez de pardon, vous racontez dans votre ouvrage, et vous en avez beaucoup parlé sur d'autres plateaux, donc peut-être pas s'apesantir ici, mais vous racontez beaucoup l'éviction en 2008 de TF1. Est-ce que vous vous sentez capable de pardonner ? Oui, parce que ce n'est pas un événement majeur. D'abord, pour la planète, elle ne l'est pas du tout. Il y a des chômeurs qui sont dans des situations infiniment plus douloureuses, donc je ne veux pas me faire pleurer sur mon sort. Non, ce qui m'intéressait, c'était de raconter les coulisses et puis surtout l'engrenage qui amène à ça. Voilà, et donc je le raconte longuement, donnant des témoignages dans ce livre.
Mais oui, bien sûr, pardonnez, j'ai eu aucun problème à revoir des gens qui ont été un peu dans cette affaire, qui a été fortement inélégante, puisque j'étais absolument pas prévenu, qu'on n'avait même pas cherché à me faire passer la pilule, puisque c'est par la presse que j'ai appris tout ça. Voilà, tout ça, et que c'était assez peu, pour ne pas dire pas du tout journalistique. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que la télévision n'est pas toujours un univers très tendre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est propre aux médias, et en particulier effectivement à la télévision? On sait que Florence Schaal, qui a été également évincée peu de temps après vous, alors qu'elle avait pourtant rectifié son erreur aussitôt. Vous parlez dans votre livre du suicide de Jacqueline, qui a été lui aussi poussé vers la sortie. Est-ce que vous avez le sentiment que cet univers, celui des médias, est particulièrement impitoyable? Il l'est, à mon avis, pas davantage que les autres. Simplement, nous, on est dans des maisons de verre, donc tout le monde voit tout. Et les gens se rendent compte que tout d'un coup, tiens, c'est plus le même qui présente le journal de 20h, ou c'est plus la même qui nous parle de la rubrique éducation, comme le faisait avec talent Florence Schaal. Voilà, donc je pense que tout ça est... Et puis en plus, comme il y a toute une presse qui autour de ça, évidemment, se nourrit, et puis en plus, c'est pas normal qu'elle évoque ces sujets-là. Tout ça est très public et avec une dimension, une résonance médiatique qui est, à mon avis, un peu disproportionnée. Mais le milieu, hélas, je pense, ressemble à tous les autres milieux de travail, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Il y a des rivalités, il y a des désirs de pouvoir, des désirs de conquête de pouvoir, de maintien de pouvoir. Bon, c'est certainement moins fort que dans la politique, parce que la politique, c'est quand même le summum. Il faut dire du mal, si possible, des gens de son propre camp pour réussir un jour à s'élever dans son camp. Et ça m'a toujours scié, quoi, parce que l'idée, c'est quand même plutôt de défendre ses idéaux que d'essayer d'assassiner les petits camarades. Hélas, ça continue. Alors vous citez dans votre livre le cas de deux enfants, des exemples qui m'ont beaucoup touchée, d'autant que je ne connaissais pas cette histoire, Alfredo et Florian. Je vais vous demander de raconter brièvement cette histoire et puis surtout d'expliquer dans quelle mesure ça vous a permis de donner un sens plus altruiste à votre vie, dans un métier, je cite, vous dites, où l'on peut se montrer souvent égoïste. Alors dites-en plus sur eux, s'il vous plaît, sur la façon dont quelque part ils vous ont un peu transformé. Alors, Alfredo, on est au début des années 80, 1980 même tout juste, sur Antenne 2 à ce moment-là, donc le France 2 d'aujourd'hui. Je pars pour couvrir un tremblement de terre. Il y a 3000 morts en Italie. Quand nous arrivons dans un village, nous sommes les premiers, avant même les secours, avant quoi que ce soit. Et donc, nous avons une torche, une lampe torche qui nous permet de filmer tout ça. Et il nous faut très vite renoncer à l'utiliser parce qu'ils ont besoin, il n'y a plus d'électricité dans ce village, ils ont besoin de cette lampe torche qui va durer au maximum l'autonomie d'une batterie de 20 minutes pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Et là, il y avait une petite main que je voyais parce que la sœur de ce petit Alfredo nous l'avait signalé et nous avons les uns les autres déblayé cet endroit et nous avons sorti cet enfant. Et ça m'a... J'ai souvent repensé, je me suis dit, bon voilà, aujourd'hui il doit avoir une quarantaine d'années, qu'est-ce qu'il est devenu? Et ça m'a beaucoup ému. Puis alors il y a eu un autre cas, celui de Florian, que vous évoquiez, c'était lors d'un des multiples déplacements que j'avais fait en Irak au moment de la guerre d'Irak, au moment où Saddam Hussein venait d'envahir le Koweït. J'avais ramené... oui, on peut dire ramener, là, en l'occurrence, en tout cas dans un bagage, un petit enfant qui avait 18 mois, qui s'appelait Florian, fils d'une Russe et d'un Français, qui me l'avait confié parce qu'ils étaient otages. La maman était partie déjà, mais le père se retrouvait seul. Et j'ai réussi à le faire sortir d'Irak avec des péripéties que je raconte dans ce livre, mais qui sont bien longues. Et bon, qui, à la réflexion, m'ont quand même posé beaucoup de questions. Mais bon, on l'a sorti de ces griffes-là. Et puis je suis devenu son parrain à la demande des parents. Et malheureusement, 10 ans plus tard, il est mort dans un accident de voiture. Et là aussi, je pense à ce destin d'un garçon qui avait réussi à sortir de l'enfer et qui malheureusement n'est plus aujourd'hui.
Est-ce que vous avez le sentiment que la religion, la foi, vous a permis de garder la tête froide, hein, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure, dans ce métier, effectivement, où on voit souvent des choses qui sont pas très belles à voir, justement? Oui, alors c'est compliqué parce que j'ai un rapport que j'essaie d'expliquer dans ce livre, qui, comme un certain nombre de gens, et notamment de journalistes qui par nature sont sceptiques, est un rapport difficile, évidemment un rapport qui a été rendu difficile par le fait que j'ai perdu ses enfants, et donc singulièrement ma fille Solène qui s'est suicidée. Et après, il y a un moment donné, vous n'avez plus envie de croire du tout, quoi. Vous dites comment on peut permettre que des parents perdent comme ça des enfants, alors que ce n'est pas dans le cours naturel des choses. Normalement, c'est aux parents de partir d'abord. Et en revanche, ce qui m'a sauvé, c'est plutôt la rencontre des hommes et des femmes de foi. Là, j'y consacre un long chapitre dans ce livre parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels que je suis vraiment fier d'avoir côtoyés. Bon, sœur Emmanuelle qui est devenue une amie, et je l'appelais ma petite grand-mère, c'était pour moi ma grand-mère de substitution, mais aussi l'abbé Pierre, le père Pedro, ou quand vous rencontrez Mère Teresa, quand vous rencontrez le Dalai Lama, quand vous rencontrez Jean-Paul II, ben vous êtes submergé par une sorte de grâce, bien sûr, parce qu'il s'agit quand même de gens infiniment plus passionnants qu'un grand nombre de gens qui ne sont là que pour la conquête du pouvoir, ou pour la gloriole, ou pour je ne sais quel quart d'heure de célébrité, qui aujourd'hui sont extrêmement nombreux. Qu'est-ce qui vous ont apporté qu'est-ce que vous ont apporté ces différentes figures? Je ne sais pas, quand vous voyez le Dalai Lama, par exemple, qui répond à mes questions assez souvent quand je l'invitais au journal, ou que je vois à Nantes lors d'une conférence qu'il donnait en 2008, qu'il m'offre une cata pour que justement je sois un petit peu, bon, ça n'allait pas trop fort pour moi à ce moment-là, pour d'autres raisons que mon départ du journal. Vous trouvez que cet homme qui ne vit plus chez lui depuis plus d'un demi-siècle, qui donc est en exil, qui n'a pas le droit de retourner au Tibet, cet homme doit vous donner une leçon de sérénité. Voilà. Quand vous rencontrez Jean-Paul II, que j'ai eu la chance de voir jusqu'à la presque toute fin, vous vous dites que cet homme-là a fait tomber bien des barrières, celles du communisme, mais aussi d'autres barrières, et que ce n'est pas par hasard qu'il a été ensuite béatifié. Voilà, et vous dites, j'ai eu de la chance, pour le coup. Vous aviez été le voir avec votre fils, je crois. Oui, exactement. C'était peu de temps avant, quelques mois avant sa mort. Et j'ai vu dans son œil qu'une étincelle se souvenait des rencontres qu'on avait pu avoir ensemble, qui étaient fort furtives, mais qui étaient quand même des rencontres. Et puis, voilà, cette main était froide, mais en même temps, il y avait tellement de chaleur dans son cœur. Bon, la pompe, tout ce qu'il y a autour, ça ne fait pas plaisir. Personnellement, ça ne me donne pas de joie. Mais en revanche, l'être, l'intérieur de l'être, Monseigneur Lustiger, mon abbé, l'abbé Gouraud, Monseigneur Marty, qui avait précédé Monseigneur Lustiger, l'archevêché de Paris, tout ça, c'est des êtres que je suis fier d'avoir rencontrés. J'ai eu la chance d'aller dans votre bureau chez TF1, il y avait une gigantesque Pietà. Oui. Quel rôle Marie joue-t-elle dans votre vie? Alors, vous savez, comme on m'a viré vraiment en quelques heures, on a déménagé mon bureau pendant que j'étais en train de présenter mon dernier journal. Ah oui. Donc j'ai emporté peu de choses, très peu de choses, et j'ai emporté cette Pietà dont vous parlez, qui était une reproduction, une photo donc de cette statue de Michel-Ange. Et je l'ai encore dans mon nouveau bureau. Et c'est un pouvoir consolateur, c'est un pouvoir apaisant. Au fond, c'est le pouvoir d'une mère. Voilà, la Pietà, c'est ça. C'est la mère qui est au pied de la croix de son enfant. Elle est redevenue mère. Et on s'en fiche de savoir s'il est immaculé ou pas. Ce qui est important, c'est que c'est une mère éplorée. Donc cette mère apporte beaucoup de consolation à tous ceux qui sont dans un désir d'apaisement ou de quiétude. Vous parliez à l'instant de votre éviction de TF1. Au lendemain de cette éviction, vous avez fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la première fois que... Je l'ai terminé, parce que j'ai fait ça sur 5 ans. Vous l'avez étalé, d'accord. Donc, à demain, un chemin vers ma liberté, vous racontez ce voyage à pied jusqu'à Compostelle, 1700 km qui vous ont permis de faire le point sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez appris à cette occasion ? J'ai appris que j'étais en vrac, mais ça je le savais déjà, et qu'en marchant lentement,
contrairement à mon habitude qui est de courir, parce que je cours toujours, enfin, je cours tous les matins, mais je cours aussi dans ma vie. Après quoi, je ne sais même pas trop. Mais au moins, là, je savais qu'en allant, pas après pas, j'allais vers quelque chose. Je ne sais pas vers quoi. Enfin, je sais que c'était a priori Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, ça n'a pas été Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que j'ai décidé d'aller encore plus loin, au Cap Finistère, parce que c'était le point extrême, le plus occidental de l'Europe. Et j'étais heureux, là, dans cet endroit où, justement, j'ai brûlé la kata que m'avait offert la sœur du Dalai Lama, avant de retrouver le Dalai Lama une semaine plus tard à Nantes. Et je l'ai brûlé parce que c'était une tradition qui se faisait. On brûle quelque chose que vous avez eu pendant le chemin. Et d'une certaine façon, vous brûlez une partie de cette vie pour en créer une autre. Voilà. C'est un nouveau cycle qui démarre. Donc d'une certaine façon, je pense qu'après le chemin de Compostelle, un nouveau cycle a démarré pour moi. Est-ce que j'ai été plus sage pour autant? Je ne suis pas sûr. Mais je suis très, très heureux d'avoir fait ce chemin. Vous aviez déjà consacré un livre, hein, je crois que c'est un collectif à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. C'est un pèlerinage qui vous tient à cœur. Ben oui, parce que j'ai fait ça au fond 5 étés de suite. Malheureusement, je n'avais pas plus de temps à consacrer. Donc à chaque fois, je donnais 10-15 jours de mon été pour pouvoir avancer. Puis je revenais à l'endroit que je venais de quitter l'année suivante. Et j'ai été heureux. Et puis, outre la beauté des paysages, des rencontres qui se sont aussi opérées, il y a un charme très très particulier. Et je recommande à tous ceux qui nous regardent de pouvoir le faire un jour, de se donner le temps de le faire. Alors en parlant de se donner le temps, vous vous donnez un petit peu de votre temps dans le cadre de la Maison de Solesnes. Vous parliez tout à l'heure de la mort de votre fille qui n'aurait jamais dû effectivement partir si jeune. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, donc elle souffrait d'anorexie et s'est suicidée. Est-ce que c'est votre combat à vous? Est-ce que vous avez d'autres engagements, d'autres causes, qu'elles soient humanitaires ou autres, dans lesquelles vous avez envie de vous engager? Là, en l'occurrence, ça a été le combat le plus important parce que j'ai mis toutes mes économies, tout ce que j'avais. Puis à chaque fois que je gagnais un procès, pour diffamation, des choses comme ça, ou pour atteinte à la vie privée, je donnais ça à la Maison de Solesnes. Vos indemnités de départ de TF1, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça m'a rendu heureux parce que, d'une certaine façon, d'abord, son nom était perpétué. Et voilà, elle existe toujours. Et puis ensuite, elle sert à ses petites camarades de détresse, de souffrance. J'ai rencontré beaucoup il n'y a pas encore très longtemps, j'étais interviewé par un jeune homme qui avait passé quelques mois à la Maison de Solesnes et qui était en pleine forme, et ça m'a rendu heureux. Je me suis dit, tiens, voilà, quelqu'un qui est requinqué par cette action. Bernadette Chirac y a été pour beaucoup, j'ai fait ce que j'ai pu, Marcel Ruffo a été magnifique, les personnels soignants de toute nature, moi j'ai trouvé ça fantastique. Alors je m'occupe aussi beaucoup de l'UNICEF, puisqu'il s'agit des enfants, et je suis leur ambassadeur itinérant. Je suis revenu il n'y a pas si longtemps d'une mission à la frontière syrienne, mais je suis allé, j'ai déjà fait une dizaine ou une douzaine de missions pour eux, et j'entends bien continuer à les aider comme je le peux. Et puis, à chaque fois qu'on me demande quelque chose, dès qu'il s'agit des enfants, je dis toujours oui, je signe, je parraine, je préside. Peut-être j'en fais un peu trop, mais si ça peut les aider, je suis ravi de le faire. Et vous répondez souvent oui, et j'étais frappée de voir aussi que vous répondez quasiment systématiquement à tous les courriers qu'on vous envoie, et ce depuis des années. Comment est-ce que vous trouvez le temps et pourquoi est-ce que vous faites effectivement ce devoir? Parce que justement, on a répondu à des courriers que j'ai adressés quand j'avais 16-17 ans. Vous voyez, quand je vous parlais de Malraux, je lui ai écrit. J'avais 17 ans, j'arrivais à peine à Paris. Patrice de la Tour du Pin, qui était un grand penseur catholique, justement, un grand poète, Pierre-Emmanuel, Joseph Kessel, ces quatre-là m'ont répondu. Je publie leur lettre, d'ailleurs, au tout début de ce livre, parce que pour montrer qu'au fond, puisque ces gens m'ont tendu la main sans jamais me connaître, je ne les ai jamais rencontrés, sauf Malraux, mais Kessel, je n'ai jamais pu le rencontrer. C'est un homme que j'admirais infiniment. Au fond, s'ils m'ont aidé et que après ça m'a aidé à me mettre sur mon cheval, hein. D'abord c'était un petit poney, puis ensuite c'est devenu un cheval de course, je peux faire la même chose avec d'autres. Et j'ai pu le faire de temps en temps et je suis très heureux. Vous avez envie de rendre ce qu'on vous a donné. Alors merci beaucoup en tout cas pour la sincérité de votre témoignage. Je vous propose qu'on accueille à présent un homme qui partage avec vous une même inclinaison vers la spiritualité. C'est un spécialiste du vitrail, il s'appelle Jacques Loire et il va arriver avec différents échantillons des vitraux qu'il réalise et qu'il va nous présenter.
Bonjour. Bonjour Jacques Loire. Bonjour. Est-ce que vous avez envie, pour commencer, de réagir à ce qu'a pu dire Patrick Poivre d'Arvor dans la première partie de cette émission? Oui, il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais il y en a une qui m'a surtout frappé parce que c'était aussi un peu, je crois, la philosophie de mon père, quand vous avez parlé de l'orage et après des grands ciels bleus. Et d'abord, le ciel bleu, je me retrouve dans mon élément, le bleu de Chartres. Mais je crois que la vie est jamais très droite, toute droite. Il y a des périodes sombres, mais heureusement, il y a des grandes périodes ensoleillées et des grandes périodes de ciel bleu. Et ça compense beaucoup de choses. Et je crois que c'est très important de vivre pour ces parties-là de la vie. Il faut en effet beaucoup le dire à ceux qui peuvent perdre espoir en disant la vie est fichue. Non, en fait, la vie n'est jamais fichue, y compris quand il vous arrive des horreurs absolues. Alors vous avez été formé, Jacques Loire, aux arts plastiques, aux ateliers de la Grande Chaumière, mais surtout à l'art du vitrail. Vous avez beaucoup appris dans le cadre de l'atelier de votre père, que vous avez rejoint en 1951. On va voir d'ailleurs à l'écran des photos de famille. Et vous avez donc hérité d'une longue tradition, celle des maîtres vitriers, que vous avez à votre tour transmis à votre fils, à vos fils, puisqu'ils exercent à vos côtés. Deux fils, oui. Vous avez 2 fils, d'accord. Donc on voit cette jolie photo de famille avec les 3 générations de maîtres vitriers. Est-ce que vous vous sentez investi d'un devoir de transmission ? Pas investi, mais je crois que la façon dont j'ai vécu a imprimé, a donné envie à mes enfants de poursuivre ce métier. Et je crois que c'est une grande récompense pour moi. Il y en a un qui a tout de suite dit qu'il souhaitait poursuivre ce travail avec moi. L'autre qui a voulu faire d'autres choses, partir, comme le font beaucoup de jeunes. Et puis qui, à un moment donné, a dit « Est-ce que je peux revenir au sein de l'atelier ?» J'ai dit bah, « Bien sûr, pas de problème. » Et je crois que c'est une grande joie pour moi parce que ça me permet de continuer à faire ce que j'aime au travers d'eux. Votre atelier, on va le voir dans quelques secondes à l'image, grâce justement à une vidéo que nous a gentiment prêtée Jonathan Perrin. Et on peut voir le travail que vous réalisez au sein de vos ateliers, qui sont situés, je crois, à 2 km de la cathédrale de Chartres, c'est ça? Ah oui, on peut aller à pied de notre atelier à la cathédrale. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter ces images qui nous permettent de mieux comprendre votre univers? Alors ça, c'est le point de départ de la vie d'un vitrail. C'est la maquette et le carton. Puis, alors, voilà, je suis en train de discuter avec mes fils pour... ce qui est agréable avec eux, c'est de pouvoir présenter son travail, d'en discuter d'une façon très libre et de tenir compte ou pas, parce que le créateur est libre de son choix, mais de tenir compte ou pas des remarques qui sont faites. Et alors là, ce qui est intéressant, pour mes fils surtout, c'est que le mot vitrail, c'est très ouvert à des techniques contemporaines, maintenant, qui permettent d'intervenir sur des grandes surfaces de verre, grâce au progrès technique, parce que l'essentiel de notre métier, ce sont les mains, mais heureusement, on bénéficie de la technologie des fours qui ont maintenant des ordinateurs, etc., etc. Et ça ouvre des horizons de création extraordinaire. Est-ce que vous avez envie de réagir, Patrick Poivre d'Arvor, à ces images? Est-ce que vous êtes familier avec justement la fabrique des vitraux? Alors, un petit peu quand même, mine de rien, mais je suis désolé parce que je fais partie de la cathédrale concurrente. Oh. Pour moi, il y a 2 très grandes cathédrales en France. Il y a Chartres et il y a Reims. Mais Reims, c'est ma ville natale, donc je suis peut-être un peu... Amiens est magnifique, Paris est pas mal, mais... Reims, c'est mieux que Paris. Voilà. Bon, Chartres, c'est autre chose, parce que Chartres, c'est unique, c'est voilà. C'est à part. C'est pas la même époque, de toute façon. Mais j'ai bien connu, justement, les gens qui s'occupaient des vitrails de la cathédrale de Reims, qui avait été extraordinairement endommagée pendant la Première Guerre mondiale, et qui, en permanence, a été refaite, réembellie, grâce, justement, au vitrail, essentiellement grâce au vitrail. Et aujourd'hui, j'ai accepté de parrainer, justement, une association qui aide à la réfection vous vous rendez compte, 100 ans après la Première Guerre mondiale, ça continue à Reims, et j'ai vu leur travail, quand ils sont arrivés, je peux montrer d'ailleurs ce qu'il a amené, parce que c'est, vous voyez, c'est magnifique. Quand il me montrait ça, pour moi, c'est de l'or, c'est un diamant, quoi. D'ailleurs, c'est pas par hasard que ça ressemble à au fond, une pierre précieuse, non? C'est presque des diamants, c'est presque des pierres précieuses, c'est sûr. Et je crois que là, une de nos responsabilités, en même temps une de nos joies, c'est de travailler avec la lumière et d'être responsable, en fait, pour ceux qui sont à l'intérieur, d'une transmission de l'extérieur vers l'intérieur.
Vous pouvez nous montrer effectivement ces Et c'est assez impressionnant, si vous voulez, de penser qu'un lieu, puisqu'on est amené à intervenir aussi bien dans des églises paroissiales que dans des cathédrales, que dans des bâtiments civils, que grâce à nos verres de couleur, et à notre dessin bien sûr, pour le mettre en œuvre, on peut intervenir sur la façon dont les gens vont se comporter à l'intérieur. Et ça, c'est très très important, et c'est ce qui me passionne. En dehors des rencontres, pas aussi nombreuses que celles que vous avez eues la chance et la joie de faire, mais j'ai aussi, ce qui me passionne, c'est les rencontres, entre autres avec des prêtres et des responsables de paroisse qui sont quelquefois extraordinaires. Et c'est merveilleux de pouvoir discuter, par exemple, d'un thème iconographique pour telle ou telle paroisse, avec l'ensemble des gens qui ensuite vont vivre un peu avec ce que je vais leur laisser, avec l'enfant que je vais leur laisser. Alors vous avez entre autres fait les vitraux d'église de Cergy-le-Haut, puisqu'on parlait de paroisse. Ce qui est intéressant, c'est que ce vitrail il a été en partie financé grâce à l'énergie déployée par la communauté de Cergy. Est-ce que ça arrive souvent que des communautés se réunissent, se rassemblent pour financièrement aider à la réalisation d'un vitrail? Oui, ça arrive assez souvent, heureusement. Ça arrive même pour les cathédrales, y compris celle de Reims et celle de Chartres. C'est ma femme qui a monté une association pour restaurer les vitraux de la cathédrale de Chartres. Et à Cergy, c'est à l'initiative, bien sûr, du prêtre, hein, qui est toujours présent derrière, mais quelquefois, c'est plus les paroissiens qui sont les fers de lance, si je puis dire, et qui lancent l'idée. Après, les bonnes volontés s'agglomèrent et ça. Quelquefois, les mairies suivent. J'ai des cas que je pourrais vous citer. Mais c'est l'association, ce sont les paroissiens, en fait, qui font vivre leur église de cette façon-là. Et heureusement, ça arrive assez souvent. Vous évoquiez tout à l'heure le travail sur la lumière. Dans quelle mesure, finalement, le vitrail est-il un pont entre le visible et l'invisible ? Oui, ça c'est... Enfin, moi, j'en suis certain, je le pense, en ce sens que quand vous rentrez, alors on ne va pas reparler que des cathédrales, mais même dans une église plus petite, plus simple, il se passe autre chose. C'est-à-dire qu'on quitte la lumière extérieure, à laquelle on est habitué, pour rentrer dans un autre domaine, dans un autre volume. Et je pense que les vitraux comme celui-là que j'ai réalisé au Clé-sous-Bois permettent une intériorité plus grande. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de donner dans ce que je fais, et dans ce que je crée, c'est la possibilité aux gens de se poser, de réfléchir et d'oublier un petit peu le monde. Et j'essaie quand même de leur donner de la joie parce qu'il faut du ciel bleu hein, par moment. Et je crois je disais, c'est notre responsabilité, mais c'est aussi notre force et notre joie, c'est de transformer l'intérieur par la lumière qui traverse nos verres. Je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, et je commence avec vous, Patrick Poivre d'Arvor, d'où vient votre inspiration? Alors vous, quand vous écrivez, par exemple. Vous savez, il a employé un mot qui est magnifique. Il dit ça nous permet de réfléchir. Et en même temps, c'est un mot à double sens, puisque justement, la lumière réfléchit. Ou nous réfléchissons face à un miroir ou face à un vitrail. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'il fait... Monsieur Loire et son père et ses enfants font le même métier que vous. C'est-à-dire qu'ils sont là chargés de retransmettre la lumière sur les autres, hein, d'une certaine façon. Moi, je pense que on a forcément, quand on arrive dans un lieu, le plus petit soit-il, je pense à des chapelles, moi j'en ai vu, voilà, des oratoires décorés par Fujita, par Matisse, par Cocteau, par Chagall, vous vous retrouvez tout d'un coup face à vous-même, et avec ce silence des églises dont on a bien besoin, ou ce silence du lieu, dans un monde qui véhicule trop de fracas, beaucoup trop même. Ça ne me dit pas d'où vient votre inspiration, précisément de ces lieux aussi, de ces endroits Ça peut venir, d'un moment de réflexion que vous avez eu dans une journée terriblement chargée. Vous arrêtez, ça m'arrive, moi, dans une église, ou alors il y a même un endroit que j'aime, j'en parle dans ce livre avec gêne, parce que ça paraît un peu nécrophile, mais je me sens heureux dans les cimetières. Sur les tombes, face aux tombes de gens célèbres, par exemple, je me sens heureux. Et là, parfois, une inspiration peut me venir. Voilà, quand je me retrouve au Grand B,
sur la tombe de Chateaubriand, qui n'a même pas de traces, qui justement pour le coup ne laisse aucune trace. On ne voit même ni le nom, ni la date de naissance, ni la date de sa mort. Après, vous pouvez vous dire comme Victor Hugo, je serai Chateaubriand ou rien. Et puis même si vous n'êtes rien, vous allez tenter de devenir quelque chose. Et vous, Jacques Loire, d'où vient votre inspiration? Oui, alors il y a deux façons pour moi de créer et de réaliser. La première, c'est quand on nous demande, on nous propose un thème iconographique. Donc là, il y a un fil conducteur à suivre. Mais la chose la plus importante que j'essaie de faire, c'est que je me dis, si j'étais un des fidèles, quelqu'un qui vienne régulièrement dans cette église, dans cette chapelle, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Et je travaille en fait un peu pour moi, égoïstement, mais au travers de moi, je travaille pour les autres, bien sûr, parce qu'une fois que c'est en place, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire des autres, de façon à être bien, à se sentir. Vous avez parlé de fracas, et je dis souvent qu'on est environné de publicité, de bruit, etc. Et j'en suis très conscient, et je souhaite que ces espaces-là soient des espaces privilégiés de remise en forme, de repenser à soi, à ses problèmes, et puis, mais au travers de quelque chose qui vous isole un peu du monde extérieur. On va voir les vitraux dans quelques secondes d'une église à Dallas, des vitraux que vous avez réalisés, un peu en spirale, comme ça. J'aurais bien aimé que vous nous les commentiez. Oui, alors ça, c'était un travail très, très sympathique à faire tout près de l'endroit où Kennedy a été assassiné, à Dallas. Et ce n'est pas une chapelle au sens propre du terme, c'est plus un espace œcuménique, un espèce de repos où les gens viennent, s'installent. Bon, quelquefois, il y a de la musique, des chants et autres, mais c'est plus un lieu de repos. Et alors, c'est l'architecte, parce qu'on est nous, verriers, nous sommes essentiellement tributaires des architectes donc, qui conçoivent les bâtiments. Et là, il avait conçu une spirale, une sorte de tour de Babel, dont tout le plafonnement est en vitrail. Vous avez aussi conçu pas mal de vitraux pour des églises modernes, y compris celle de Notre-Dame de Pentecôte à La Défense. Oui, ça c'est alors là, il y avait le père Turc avec qui j'ai gardé des contacts extraordinaires. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai reçu un jour un coup de téléphone de son architecte avec qui il travaillait, qui me dit, Monsieur Loire, est-ce que vous pourriez me faire un vitrage sans verre? On la voit à l'écran, hein, cette alors, j'étais un peu estomaqué, et comme j'aime bien les challenges et les problèmes, j'ai dit, bah, pourquoi pas? Bon, or en fait, il y avait sur place, dans cette église de Notre-Dame de Pentecôte, un grand espace blanc créé par l'architecte, et il fallait l'animer, mais sans toucher à cette paroi-là. Donc j'ai imaginé une grande sculpture en fer qui a été découpé au chalumeau et que j'ai, sur un thème que le père Turc m'a demandé sur lequel le père Turc m'a demandé de réfléchir, avec pour moi l'évocation de l'Esprit Saint. Le globe terrestre, c'est la mondialisation de cette pensée, et puis les courbes que j'aime bien, qui partent du sol, mais qui vont au ciel, et où j'espère nous irons tous. Je voulais avoir une discussion avec vous sur l'art et sa destination, justement, mais juste avant, Patrick Poivre d'Arvor, est-ce que vous voulez réagir à cette cathédrale, cette église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense? Écoutez, d'abord, à ma grande honte, je n'y suis jamais allé. Alors, c'est quand même. Dans toutes les églises. Oui, mais c'est à notre portée, là. C'est tout près de Paris. Hein. Il est très spécial parce que c'est pas une église, c'est une maison d'église. Ah. C'est réellement un lieu fait pour tous les gens qui travaillent autour et qui, le week-end, repartent dans leur paroisse. Alors j'ai vraiment envie de découvrir. Ce que j'en vois, en tout cas, me plaît beaucoup. Et le concept, évidemment, est formidable. Alors, concernant l'art et sa destination, vous avez dit déjà que les vitraux ont pour vocation de créer les conditions du recueillement et de l'expression de la liturgie au quotidien. Pour vous, le processus créatif commence à partir du moment où vous avez une commande. Finalement, l'œuvre a la vocation à s'intégrer dans un lieu bien précis? Ah oui. Oui, nos travaux font partie des lieux. Donc, je le redis encore, nous sommes très dépendants de l'architecture. Je n'aurais pas créé cette structure en ferraille dans une église du XVIe, par exemple. Donc, l'architecture, pour nous, et les gens qui vont y habiter, ou y vivre, ou y prier, ou autre chose, parce que je viens d'en faire pour une salle de sport, pour un collège, il se passe autre chose. Donc, j'essaie, tout au moins pour moi, de me dire, tiens, si j'habitais là, qu'est-ce que j'aimerais? Et j'essaie de traduire ça avec
mon inspiration, mes lignes que j'aime bien faire. Ces vitraux qu'on vient de voir sont modernes, mais très beaux, très esthétiques. On recevait récemment sur ce plateau Aude de Kéros, qui a écrit un livre sur l'art sacré et qui, elle, dénonce, et son combat, l'art contemporain qui envahit de plus en plus fréquemment les églises et qui parfois peut être un peu sacrilège. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque l'un et l'autre, Patrick Poivre d'Arvor, en ce qui vous concerne? D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'art contemporain. L'art est par nature contemporain, parce que lui, il ne fait que de l'art contemporain, même s'il s'inscrit dans une tradition millénaire. Et donc, voilà, là où je la rejoins, c'est quand en effet, juste pour choquer ou juste pour qu'on fasse ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, c'est-à-dire un petit bourdonnement insignifiant des médias ou de la rumeur, bon, c'est pas très intéressant. Mais enfin, en général, c'est pas le cas des artistes. Les artistes, ils se lancent et puis ils sont dans leur paysage, dans leur univers. Et je crois qu'il faut le respecter. Je pense que là où ça peut être contestable, c'est quand l'artiste ne fait son travail dans ses églises que pour lui-même. C'est la même chose pour les architectes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui font des maisons pour eux, mais qui n'y vivraient jamais. Absolument. Donc, mais vous parliez tout à l'heure de vos pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça me touche puisque c'est mon saint patron. Conques est quand même une réussite. C'est sublimissime. Quand on vient, j'ai fait aussi une partie de ce chemin, quand on arrive le soir là-bas, il n'y a pourtant rien hein, dans les vitraux, mais on est bien. A envie d'y passer toute la nuit. On est bien. C'est vrai. On parlait un petit peu tout à l'heure de Dallas. Vous avez un parcours qui est international puisqu'on vient vous chercher de l'étranger. Et là, vous êtes en train de travailler, je crois, en ce moment, sur la maquette de l'église maronite de Washington. C'est ça ce que vous voulez Notre-Dame du Liban à Washington. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup aidé une université maronite au nord de Beyrouth pendant la guerre, même pendant leur guerre. Alors on me demande laquelle, mais ils en ont eu tellement que les pauvres, c'est horrible. Et j'ai monté avec eux à l'université un atelier de vitrail. Et ils sont un peu partout, la diaspora est un peu partout dans le monde. Et voilà la maquette de l'église, Notre-Dame du Liban, pour lequel ils m'ont demandé de créer et de réaliser le couronnement de la Vierge. D'accord. Je suis très ému parce qu'hier, je dessinais... Hier, j'ai dessiné la tête de la Vierge. Wow. Et c'est très... Vous savez, c'est quelque chose pour nous de se dire, on fait quelque chose qui va rester, on l'espère. Et je crois qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Vous travaillez aussi en ce moment, si j'ai bien compris, sur la maquette des vitraux de la chapelle Saint-Jacques de Port-le-Cat sur le thème du Cantique de Daniel. Ça, je crois que la livraison est prévue fin juin. On va la voir également à l'écran. Là aussi, c'est le patronyme qui est à l'honneur. Voilà. Dès qu'il y a un Saint-Jacques, on fait appel à vous. Non, pas complètement, mais... Alors là, c'est une église très récente et le responsable, le curé, était vraiment extraordinaire parce que j'ai eu des dialogues avec eux très, très enrichissants, très forts. Et il a souhaité, il m'a dit, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'aimerais, pour moi, le cantique de Daniel est très important. Et le cantique de Daniel, en fait, c'est un hymne à la création. Donc ça me va très bien parce que la création, c'est la vie. Et je pense que ce qui nous pousse, ce qui nous intéresse, c'est la vie. Parce que ce qui est passé, c'est passé. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut le dépasser. À l'exception, Patrick Poivre d'Arvor, de la cathédrale de Reims, pour les raisons que l'on sait, quels sont les lieux saints qui vous ont les plus marqués? Lesquels vous êtes senti je suis chauvin, là, mais oui. Je me moque, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a... Surtout avec ces nouveaux vitraux faits dans le Parc Nobel. Exactement. Mais tout au long, par exemple, du chemin de Compostelle, vous découvrez un nombre de petites églises de rien du tout ou très importantes, comme Conques, qui simplement ont été voulues par des pèlerins, bien avant nous, qui avaient des moyens, et qui, parce qu'il y a eu un miracle ou parce qu'ils sont sortis d'une situation difficile, ont décidé qu'ils édifieraient une église. Et j'en ai vu des très belles dans des endroits, dans le Gévaudan, dans le Larzac, dans l'Aubrac, dans le Gers. J'en ai vu des sublimissimes. Les petites églises, en général, m'émeuvent énormément. Vous disiez à l'instant, on en voit des très belles. Alors justement, je voulais savoir ce que vous mettez l'un et l'autre derrière le mot beauté. La beauté, c'est quand même celle du cœur, normalement. Donc, c'est ce qui irradie d'une personne, essentiellement à travers ses yeux, parfois son sourire, mais beaucoup ses yeux. Ça, c'est la beauté d'un être. Et la beauté tout court, la beauté, c'est ce avec le quoi vous êtes en harmonie à un moment précis.
Donc voilà, tout à l'heure, il a dit « je suis bien », on est bien dans ce endroit. Ben voilà, c'est quand on est bien, c'est que c'est beau. Oui, je crois que la beauté, c'est, si on parle d'objets, si on parle de monuments et autres, c'est quelque chose devant lequel on a envie de s'asseoir et de regarder. Et le temps passe, je veux dire, le temps ne compte plus. C'est parce qu'on est un peu en harmonie, en accord avec ce que l'on voit. Mais effectivement, ça change parce que le regard, au fur et à mesure des années, peut évoluer. Bon, enfin, il y a quand même des valeurs très sûres. Pour moi, c'est le Mont Saint-Michel, que j'adore, et dans lequel je vais quelquefois coucher, parce que je trouve que pour moi, c'est un point culminant. Il y a Chartres et le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, je pense comme vous, parce que j'ai eu la chance de pouvoir donner Carmen, et peut-être qu'un jour, je vais bientôt monter dans Giovanni, je referai la même chose. La nuit, avec le Mont Saint-Michel éclairé en bleu derrière vous, donc qui vous apporte sa protection, ça rend formidablement heureux. Et tous les spectateurs, tous les artistes qui participaient à cette création étaient très très heureux. Voilà, moi je me sens très heureux là-bas et j'essaie d'y dormir aussi de temps en temps. Alors, je vous propose que l'on passe à présent au questionnaire inattendu, c'est juste après le jingle. Le principe est très simple, je vous pose une série de questions et vous répondez dans l'ordre qui vous sied. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Bon, moi j'ai déjà répondu parce que c'est la Pietà, mais ça a déjà été fait. Moi je vais vous répondre, c'est la prochaine. En l'occurrence? Je ne sais pas, pour le moment. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de savoir qu'à un certain moment, on peut être disponible pour répondre à quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait ma vie et ma force, c'est que je vis pour les projets futurs. Alors Patrick Poivre-d'Arvor, vous avez déjà rencontré énormément de personnes, vous le racontez donc dans votre livre, Seules les traces font rêver. Quelle est la personne que vous admirez, que vous n'avez pas eu l'occasion encore de rencontrer? C'est difficile, hein, mais et que vous aimeriez rencontrer malgré tout? Je n'ai pas rencontré Barack Obama, je l'ai juste vous aimeriez le rencontrer? J'aimerais bien le rencontrer, voilà. Et je ne connais pas non plus le nouveau pape, comme il porte le nom de mon fils, que vous portez le nom de mon père, ben j'aimerais bien le rencontrer, celui-là. Et vous, Jacques Loire, quelle est la personne que vous aimeriez rencontrer? Bon, je n'ai pas évidemment toutes les relations que vous avez, Dieu s'en faut. Moi, je crois que c'est le... Alors, je ne parle pas de hasard ou de destin, je ne sais pas, mais c'est celui qui sera en lien avec mon futur projet qui me portera. Parce que je crois que chacun, à son tour, m'apporte quelque chose. J'ai toujours remarqué que quelquefois on dit tu perds ton temps, tu vas voir un tel, tu fais ci, ça, et il en ressort quelque chose qui est très bénéfique que je crois bénéfique pour moi. Que diriez-vous, l'un et l'autre, à l'enfant que vous étiez quand vous aviez 10 ans? En attendant qu'il réfléchisse, moi je dis que je l'ai écrit dans ce livre, puisque justement, je dis à propos de mon fils que j'aimerais qu'il soit fidèle à l'enfant qu'il a été, et surtout qu'il ressemble à l'enfant qu'il sera plus tard. Et j'espère, en ce qui me concerne, avoir été fidèle à cet enfant-là. En tout cas, c'est lui qui m'a souvent inspiré. Moi, je pense que je lui dirais, essaie d'avoir des passions, d'être passionné pour quelque chose. Tant qu'à faire, j'aimerais bien que ce soit pour l'art, mais pourquoi pas pour autre chose. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de rencontrer quelqu'un qui n'a rien à dire. Ou qui se résigne, et qui se résigne en pensant qu'il n'a pas le talent de dire quoi que ce soit. Mais parce qu'on peut trouver beaucoup de plaisir à discuter avec quelqu'un qui fait quelque chose qui vous est presque complètement étranger. Mais s'il est passionné, il arrive à vous faire passer sa passion. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait? Là encore, vous avez fait beaucoup de choses l'un et l'autre, mais qu'est-ce qui vous reste à faire que vous n'avez pas fait? Des tas. Moi, j'aimerais beaucoup voyager, plus que je ne le fais. J'espère que je pourrai poursuivre, mais je crois que j'ai tellement de... Enfin, plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on a des choses à faire. Et les voyages, oui, sûrement, parce que c'est formidable de voir tout ce qui se passe autre part. Et comme vous avez dû le remarquer, mais quand on revient en France après un périple ou autre, on se dit quand même la France est un beau pays. C'est vrai.
Les voyages, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, mais je voulais continuer à en faire. Et par exemple, un seul pays d'Europe que je ne connais pas, où je n'ai jamais été, j'y vais dans quelques jours avec mon fils en Albanie. Et puis, tout ce que je n'ai pas pu faire. Et au fond, ça a été ce bien de quitter le journal télévisé, plus de force que de gré. Mais là, je viens de terminer un livret d'opéra, je viens de terminer l'adaptation et la traduction, une nouvelle traduction d'une pièce que je souhaiterais voir mise en scène. Voilà, ce sont des choses qui me permettent de découvrir d'autres univers que l'univers journalistique. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous les deux pour la sincérité de votre témoignage. Je rappelle, Patrick Poivre d'Arvor, votre actualité, c'est donc votre livre « Seules les traces font rêver ». Jacques Loire, quant à vous, on peut retrouver vos travaux, tout ce que vous faites sur votre site internet jacques-loire.fr. Merci à tous les deux. Et cette émission, bien sûr, vous pouvez la retrouver non pas sur le site de Jacques Loire, mais sur le site de KTO, ktotv.com. À très bientôt. Merci. Merci.